In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Hier, vous avez entendu Victorien Dout qui nous a parlé de Éric Rohmer. Je suis sorti un peu de ma grotte et je reste encore ne serait-ce que 24 heures à l'extérieur parce que j'ai très envie de parler d'un livre que j'ai lu il y a il y a quelques semaines et ça, c'est l'occasion inespérée de renouer le dialogue avec un auteur que je connais très bien, un auteur algérien, mais aussi un ami. C'est pour ça qu'on va se tutoyer. Et ensuite, je repartirai dans ma grotte. Et je rappelle que le 19 et 20 avril, week-end important, où il y aura une espèce de marathon d'émissions uniquement axé autour de la littérature et le cinéma. Mais ça, ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, Amine, A-M-I-N, sans le E, important. Une fiction algérienne, c'est un roman. C'est dit dans la couverture. C'est édité chez nos amis de Barzac, une maison d'édition algérienne. Et je remercie Selma Elal et Sofiane Hadjadj pour l'émission, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et le livre est écrit par Samir Toumi. C'est son 3e livre officiellement. Et il est là. Il a accepté d'être là et je suis super content. Et on se tutoie parce que je le connais. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, Samir, et en plus, on a le même prénom. Lui Donc, qui tout va raconte bien. des histoires. C'est ça, ça veut dire Voilà, en gros, écoute, conteur. Samir, c'est le confident du soir. Ah, Sam, oui, c'est celui que, voilà, tu es vraiment dans ton, voilà, tu es vraiment on dit souvent que le prénom, tu vois, c'est l'histoire de la poule et l'œuf. On ne sait pas si c'est le prénom qui conditionne ou c'est voilà. Et donc, on projette à travers le prénom ou alors on s'adapte inconsciemment au prénom. C'est pas tranché. Mais voilà. Mais donc, tu es celui qui écoute et tu es celui qui accueille la parole. Donc, voilà, c'est ça, Sam. Écoute, ravi d'abord, je te remercie, ravi de te retrouver, ravi d'échanger, écoute, une nouvelle fois avec toi. On a eu un très long échange quand Alger le Cri était sorti. J'en garde un oui. super souvenir. Et voilà, et je trouve qu'on est toujours aussi jeune et toujours aussi beau, donc tout va bien. Oh là là. J'ai 3 enfants, j'ai pris 30 kilos. Voilà, et je referme la parenthèse. C'est toi qui as encore quelque chose. Bon, bref, allez. Je crois que c'est la littérature c'est la Bon, moi, j'ai pas littérature eu qui te, d'enfant depuis. Par contre, j'en ai perdu. Non, non, ça va. Ouais. c'est la littérature qui te concerne. Mais tu as bien fait de parler d'Agile Leclerc parce que je n'ai pas été très bon journaliste pour le coup, mais j'avais le temps. On va quand même dire les choses. Alors, tu es auteur. Tu as écrit 3 livres. Le premier date de 2013, c'est Alger le Cri, qui est une espèce de livre très particulier, une espèce de portrait de cette ville et en même temps par le prisme de ta personne et de d'autres personnes. Enfin bref, voilà, c'est un livre un peu expérimental. Et ensuite, il y a l'effacement en 2016, l'effacement qui d'ailleurs a été librement, on va dire ça comme ça, et je ne l'invente pas, je reprends exactement les termes de celui qui a librement adapté le livre, qui est Karim Moussaoui, cinéaste. Le film sortira le 7 mai en France, on en parlera peut-être un petit peu. Et puis le dernier, Amine, donc, que je me suis procuré quand j'étais à Alger récemment. Et c'est important de dire ça parce que il faut savoir que Alger le Cri, l'effacement, vous pouvez vous le procurer alors, soit sur certains sites sur Internet ou alors à l'Institut du monde arabe, c'est ce que tu me disais, donc sur leur site, ou alors on peut écrire directement aux éditeurs. Et puis pour Amine, normalement le livre devrait sortir, enfin, devrait être accessible dans les pays francophones, on va dire en France, à partir peut-être entre octobre, voire même janvier, février 2026. Six. Mais la configuration est assez particulière. Et avant de commencer à parler de l'intériorité de ton livre, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça, parce que je trouve que c'est un geste poétique très fort. Écoute, oui, alors Amine, bon, il y a une trajectoire un peu classique pour des auteurs comme moi, francophones, euh, par rapport à la France et les pays francophones. Alors évidemment, parce qu'on est sur un territoire qui est la langue. Et à partir de là, le parcours classique d'un écrivain comme moi, ce qu'on va appeler le parcours entre guillemets de reconnaissance et de diffusion, c'est que tu vas produire un texte, et puis ensuite, ce texte va être édité dans une maison d'édition classique. Ce que j'appelle classique, c'est Gallimard, Le Seuil, Flammarion, Stock, etc. Mais avec un positionnement un peu ambigu, puisque autant un auteur coréen va être considéré comme de la littérature étrangère, autant un auteur francophone du Maghreb, c'est beaucoup plus ambigu. On parle là-dessus.
Et donc cette trajectoire un peu classique, et c'est aussi une forme pour moi, mais alors c'est très personnel, de verticalité, si tu veux, du fonctionnement. Par exemple, mes livres sont traduits à l'italien, et donc on n'est pas du tout dans cette forme de verticalité. Et là, c'est un traducteur italien qui n'a pas forcément de lien avec l'Algérie, qui va lire le texte et qui va le traduire comme un auteur japonais ou autre. Et ensuite, c'est une maison d'édition qui va être intéressée ou pas par le projet. Donc c'est la dimension symbolique de la langue, de l'histoire entre les deux pays ou la région par rapport à la France, je parle du Maghreb, on n'a pas du tout comment dire ce cet environnement, si tu veux, symbolique, qui est assez lourd. Et et donc pour Amine, j'avais du mal à projeter un avenir de ce texte dans cette trajectoire classique. Et donc, le projet qu'on a, c'est d'aller sur une coédition, Mhm. donc de deux maisons d'édition du Sud, donc Barzar, qui va coéditer l'ouvrage. Donc, ça va pas être un rachat de droits, comme ça se fait classiquement. Et une autre maison d'édition que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elisade, qui est une maison d'édition tunisienne, et qui a également, on va dire, une filiale en fait, qui a monté un écosystème qui lui permet de diffuser ses ouvrages de manière un peu autonome, c'est-à-dire sans passer par un rachat de droits d'une maison d'édition classique. Et donc, je trouvais intéressant que deux maisons d'édition du Sud défendent des textes comme les miens sur un Mhm. territoire euh, linguistique qui est le territoire de la francophonie et dans ce centre, si tu veux, qui est la France par rapport à la francophonie. Et donc voilà. Et donc c'est une manière de positionner qui, moi, en termes de symbolique, me met beaucoup plus à l'aise pour défendre un texte comme celui-ci. On parlera de son contenu. Euh, et puis ensuite, ça, c'est des goûts personnels. C'est aussi mon envie de travailler avec des maisons d'édition qui ont des tailles suffisamment humaines, qui ont un accompagnement de l'auteur qui est un peu particulier. Globalement, t'es pas un numéro, quoi, Ouais. pour faire court. Et puis voilà. Et puis se dire que je pense qu'il y a voilà que cette trajectoire un peu classique, c'est pas une fatalité. Et je pense que voilà, dans les pays du Sud, il faut qu'on explore des chemins de traverse, comme dit mon éditrice, qui sont d'autres moyens de défendre des textes. Mais après, on peut élargir. Ça peut être aussi d'autres manières de défendre des films. Donc, cette espèce de dépendance à la diffusion, il y a peut-être moyen de la contourner. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans le travail que fait cette maison d'édition Elisade, qui publie des auteurs extrêmement intéressants. Je pense notamment à Khalil Khattab, dernièrement, dont on a beaucoup parlé, qui est palestinien et Ouais. qui a écrit un texte qui a été assez primé. Il y a une italienne, ils ont édité une italienne francophone qui a eu le Goncourt du premier roman. Donc c'est des personnes. Il y a Yaman Manaï aussi, qui est un auteur tunisien. Voilà, donc il y a aussi un fond de catalogue avec beaucoup de proximité que le travail que fait Barzac. Donc j'avais trouvé intéressant que mon texte puisse peut-être les réunir pour un projet qui soit voilà, qui soit une autre manière de défendre nos textes sur certains territoires. Ah, mais c'est Qui sont marrant un peu parce des que chasses gardées, disons-le. Voilà. ouais, ouais, non, mais genre, je dis c'est marrant, mais il y a beaucoup de mots maintenant qui ont Ouais, ouais. perdu de leur sens et j'en suis désolé, mais en même temps, quand on connaît un peu, enfin, ne serait-ce que récent dans ta littérature, quand on connaît un peu ta littérature, c'est marrant parce que c'est exactement ce que tu plus ou moins questionnes, ne serait-ce que dans l'effacement, par exemple, page 201, donc ça te ramène à quelques années, tu dis à un moment, seul contre tous, je résiste et je mène ma guerre, entre parenthèses, ma guerre. Là, je décontextualise cette phrase Oui, du roman, il faut le savoir, parce que le roman parle oui, d'autre chose. oui. Mais ça, je trouve ça très beau, cette petite phrase qu'on peut sortir et qui peut peut-être te construire. Et puis, il y a comme ça cette espèce d'envie de dire, alors ça c'est banal ce que je vais balancer, c'est le fameux jeu JE, tu vois. Même dans Amine, à un moment, ton éditeur est, enfin, ton éditeur, voilà. Non, tu n'es pas le Oui, ça reste une personnage. fiction. Voilà, ça reste une fiction, même si on va parler de ça aussi. Mais à un moment, l'éditeur donc de Jamel Bey, le fameux Mhm. l'écrivain du livre, est très content parce qu'il apprend peut-être que Jamel va écrire un livre vers la fin en utilisant le pronom personnel, enfin le jeu. Enfin, tout ça renvoie à ce geste politique très très fort. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, il est très important. On va lâcher le mot pour le coup, mais ça, je suis assez responsable de ce mot de se défaire d'un regard peut-être qui pourrait être bienveillant, mais qui est plutôt malveillant parce que regard néocolonialiste. Donc il y a un peu de cela aussi, de s'affirmer en disant
on peut être Oui, partout oui, en étant. néocolonialiste, Ouais, orientaliste. Et d'ailleurs, tu parles de Amine, on aura l'occasion peut-être d'en parler, mais effectivement, je questionne aussi la fabrique de l'intellectuel arabe, hein, donc il y a des codes, des coches à caser, des cases à cocher plutôt, voilà. des cases à cocher, des coches à caser. Voilà, et donc c'est un peu check, 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 check. Et donc il y a une espèce de représentation, comment se représentait la belle Ouled Naïl ou la femme orientaliste, Ouais. etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vision très orientaliste de ce qui est censé être un intellectuel qui vient du Maghreb ou autre. Et voilà. Et donc l'idée. Alors, tu utilises le mot guerre. Alors, je vais quand même récuser ce mot parce que justement, pour moi, c'est pas une guerre. Je suis D'accord. en guerre contre personne. Euh, je ne souhaite pas m'affirmer probablement. Enfin, je pense que j'ai dépassé le stade de l'affirmation. Je pense que l'adolescence, c'est l'envie de s'affirmer. Moi, je suis quelqu'un d'adulte, donc je n'affirme rien du tout. Je fais mes choix et je prends mes décisions. Et voilà. Et donc, c'est tout simplement, je questionne une envie. C'est juste que j'ai pas envie forcément, très égoïstement, d'une trajectoire qui fait que je ne m'y retrouverai pas de toute façon et qui me permettrait pas de défendre correctement un texte. Voilà, si tu veux le texte, il y a pas que on aura l'occasion d'en parler, mais comme dans le cinéma, contrairement à ce qu'on pense, écrire un texte, c'est aussi un travail d'équipe. On embarque un éditeur, on embarque des correcteurs, on embarque, voilà, donc c'est un projet collectif aussi, hein. Et Mm, voilà, et en tant qu'auteur pour une maison d'édition, on défend des valeurs aussi. mhm. Et voilà, donc oui, c'est juste des choix conscients qui sont faits, mais qui se situent complètement dans ce cadre-là. Voilà, moi, je suis un adepte de Fanon. Le décolonial, ça me parle. Enfin, voilà, j'assume complètement toutes ces choses-là, toutes ces facettes. Et oui, bien sûr, je me situe complètement dans ce courant-là. Et pour moi, c'est une évidence. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi éternellement se dire que c'est pas parce que voilà, que tu es un auteur algérien qu'il faut tout de suite associer le regard néocolonialiste, Fanon, tout ça. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et Mais en c'est même temps, ça fait partie de ma culture de ça base, fait hein. partie, c'est ça, comme ça peut C'est mes faire partie. fondations. C'est ça. En parlant de fondation, c'est important aussi que, parce que sans faire de mauvais jeu de mots, je ne voudrais pas effacer deux, trois petites choses. C'est très important de dire aussi que, en plus d'être auteur, bon, ton métier est aussi consultant. Ça, c'est quelque chose voilà, on peut le dire, c'est factuel. Mais je me souviens aussi d'un laboratoire, un espace, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, qui s'appelle La peut-être encore, je sais baignoire, pas, la la baignoire. baignoire, Et ça, la c'est très baignoire important. expérience. Voilà. Et ça, c'est super important de le mentionner parce que ce rapport aux autres, enfin, le processus de création est quelque chose d'aussi fascinant et vital chez toi, ne serait-ce que même dans la forme de la transmission aussi, mais une transmission pas forcément frontale, et qui peut aussi rejoindre dans ta littérature, ne serait-ce que l'effacement ou le cri. Et puis voilà, c'est important de parler de ça aussi. Tu en as été tu étais l'initiateur, et tu es aussi quelqu'un qui est à l'écoute de pas mal de choses. Et tu es aussi acteur, j'ai vu dans le dernier film de Lamine Marcodia, Oubla, qui est un film malheureusement un peu incompris, j'ai l'impression, alors que j'en profite, c'est un chef-d'œuvre me concernant, et je referme la Pour moi aussi, parenthèse. je suis d'accord avec toi. C'est un chef-d'œuvre. Pas Voilà. parce que j'y joue, mais parce que d'ailleurs, quand on me l'a, quand je devais voir Roublage, sincèrement, j'y étais à reculons parce que je me suis dit, oh là là, ça va être. En plus, je connaissais l'auteur principal qui est vraiment pas bavarde, voilà, qui est quelqu'un de très introverti. Je me suis dit, je vais passer 1 heure et demie à regarder Nawel, ça va être dur. Et donc, mais par politesse, je me suis dit, ok, voilà. Et là, ça a été une gifle, Ah, c'est un très ce très grand film. film, qui est Et je malheureux, dis je pense, souvent qui est que pas si très quelqu'un compris. veut Ouais. comprendre ce que c'est qu'un processus créatif, Mmh. qu'est-ce que c'est que l'isolement de l'artiste, qu'est-ce que c'est que, comment dire, qu'est-ce que ça veut dire être là sans être là quand tu crées, être dans une société sans être dans cette société, il faut regarder ce film. La Moi, bipolarité, ça quoi, m'a même. frappé. Ouais. Ah oui, oui, Ouais. non, franchement, je suis d'accord avec toi. Ouais, bon, allez, on referme la parenthèse. Page 206 donc de Amine, voilà ce que tu écris. Le bouquin fait 242, 243 pages, mais page 206, il faut attendre la page 206 pour que tu nous dises. Alors, c'est le personnage, c'est Jamil Bey, qui est un écrivain. On parlera après j'allais dire du synopsis, mais en tout cas de l'histoire. Voilà ce que tu écris. Je n'ai jamais été un citoyen engagé, indifférent à mes semblables. Je ne conçois aucun intérêt pour le fait social ou politique. Je ne signe aucune pétition, ne réponds pas aux sollicitations des organisations caritatives. J'évite de me prononcer sur la situation du pays. Je suis né privilégié, et le suis resté. Je considère que ma position sociale ne me donne aucune légitimité pour commenter quoi que ce soit, ou peut-être est-ce simplement l'alibi intellectuel que je me suis forgé
pour justifier ma lâcheté. Le plus incroyable est que, de par mon statut d'écrivain algérien reconnu, on m'a d'emblée considéré comme un intellectuel militant démocrate, laïque, moderniste, engagé dans la lutte contre l'obscurantisme. Certains journalistes étrangers avaient même décrété à l'époque que j'étais menacé de mort dans mon propre pays à cause de mes idées. De plus, mon inexistence officielle sur les réseaux sociaux, j'opérais sous pseudonyme, a fini par me conférer une respectabilité bien confortable. Certains allaient même jusqu'à considérer cela comme un acte militant, une manière de signifier que ces espaces de communication n'étaient au fond qu'un simulacre de liberté, des lieux de débat stériles et destructeurs, une entreprise de manipulation auquel j'avais souhaité me soustraire. J'étais souvent gêné, voire estomaqué par ces interprétations délirantes, mais je ne les ai jamais démenties. Invité des émissions de France Culture, d'Arte, de France Inter ou interviewé dans des médias internationaux, je me laissais faire. J'avais même figuré il y a quelques années parmi les 100 personnalités qui secouent la pensée mondiale, les 50 écrivains qui feront la littérature de demain et autres palmarès à sensation. Bref, je vivais dans une dichotomie totale entre mon être réel, plutôt veule et détaché, et cette image d'intellectuel engagé. Deux questions. Une question de cuisine interne. Pourquoi il faut attendre la page 206 pour comprendre son rapport à la littérature et comment il est perçu ailleurs, autant que, je crois, si je ne me trompe pas, je l'ai noté quelque part, 40 ou 50 pages avant, on apprend aussi un peu plus sur ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un de privilégié quand il va au Club des Pins, tout ça, c'est un beau moment. Et puis, deuxièmement, et là, on sort de la cuisine interne, pourquoi il a besoin de se justifier? Ok. Alors, ça me permet de démontrer par A plus B qu'il ne s'agit pas de moi, que c'est vraiment un personnage de fiction, parce qu'évidemment, quand un écrivain utilise un personnage qui est un écrivain lui-même, effectivement, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est pas autobiographique et est-ce que il parle pas de lui. Euh, alors, en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. En fait, je voulais montrer comment, parce que je l'ai vécu, hein, comment très très facilement à partir du moment où tu es un auteur francophone basé en Algérie. En fait, je me rappelle, mon éditrice m'a dit quand j'avais écrit Alger le cri, elle m'avait dit une phrase que j'ai jamais oubliée. Elle m'a dit, tu sais, Samir, tu vas beaucoup te faire interviewer, etc. et tout, par des journaux français, étrangers, etc. Elle m'a dit, n'oublie jamais que, à leurs yeux, nous sommes une littérature mineure. Et donc, ce qui va les intéresser, c'est plutôt le pays, l'Algérie, les choses comme ça. Et donc, tu seras beaucoup questionné sur des choses comme ça. C'est la deuxième chose dont je me suis rendu, et donc elle avait raison, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, du genre, il y a un président qui arrive, on t'appelle, on te dit, oui, bonjour, c'est telle télé, telle radio, on aimerait avoir votre avis, machin, et je leur disais, mais à quel titre? Bah, vous êtes écrivain? Oui, et alors, je suis pas géopolitologue, je suis pas machin, etc. Donc, si tu veux, la deuxième chose, c'est que quand tu commences à écrire des livres, finalement, automatiquement, on te dote de cette capacité à pouvoir avoir un avis sur tout, ce qui, moi, m'insupporte. Si tu veux, moi j'ai fait de la recherche, je sais ce que c'est qu'un chercheur, je fais la différence entre, je sais ce que c'est que passer plusieurs années à travailler un seul sujet, tu vois ce que je veux dire par là. Et donc moi, la superficialité, l'à peu près riche, je fais la différence entre avoir des notions un peu sur tout, que j'appelle café du commerce, et être un spécialiste du sujet. Tu vois, on va même jusqu'à t'inviter à une table ronde et on te dit, voilà, tu vas aller au Mali pour parler de repenser l'Afrique. Tu leur dis, mais qui je suis, moi? Enfin, quelle légitimité j'ai à parler Vous êtes écrivain, et alors? Tu vois, c'est comme si voilà, tu commençais. Donc, si tu veux, très, très rapidement, c'est ce que je te disais, il y a une vision un peu comme ça. Et alors forcément, si tu écris en français, tu es forcément laïque. Tu vois ce que je veux dire? Tu es forcément contre les islamistes. Et donc, si tu es laïque et contre les islamistes, forcément, dans un pays comme l'Algérie, tu ne peux être que menacé de mort, etc. Donc, si tu veux, tu as une série de clichés qui s'installent. Et à partir du moment où tu as, ce qui n'est pas le cas de l'écrivain Jamel, heureusement, c'est ce qui le sauve, mais c'est aussi son mal-être. Si tu veux, à partir du moment où tu as un ego qui est un peu démesuré, tu vois, eh ben écoute, tu vas petit à petit rentrer dans cette machine dont tu ne sortiras plus, tu vois, et tu deviens cette espèce d'image, d'archétype de l'intellectuel, etc., avec des absurdités énormes qui vont faire que tu peux. Moi, il m'arrive à avoir des scènes où tu entends quelqu'un qui dit et vous êtes donc menacé de mort avec son pays. Tu te rends compte que le mec il dément même pas, alors que toi tu sais qu'il l'est pas du tout, puisque tu vois ce que je veux dire par là. Et donc ça procède de l'image. Et je me suis un peu amusé sur ça parce que Jamel c'est un peu l'archétype. Il est comment te dire, lui en fait sa vie c'est quoi? C'est que c'est un privilégié. Il part poursuivre ses études en France. Il a un talent. Il écrit bien.
Voilà. Et du coup, il se fait repérer en pleine décennie noire. Il est jeune, il est beau, il parle bien français. Il écrit un texte sur une espèce de moins que zéro à la Bret Easton Ellis Mhm. sur faire la fête pendant le terrorisme, sur une certaine classe. On commence à voilà, il y a un éditeur assez prestigieux qui le repère et hop, la machine est mise en place. Et Jamel, qui est un peu veule, laisse faire. Il laisse faire. Et petit à petit, il s'enferme dans ce personnage. Et finalement, il rentre en Algérie tout simplement parce que ses parents lui ont coupé les vivres, hein, en fait. Donc, c'est un rentier. Et donc, du coup, il rentre en Algérie parce qu'il sait que sa vie va être beaucoup plus confortable là-bas. Puis, il est fatigué de Saint-Germain-des-Prés, etc. Mais il laisse faire. Donc là, du coup, on dit, ah, mais il est rentré en Algérie, quel courage. Ça veut dire qu'avec ses idées, il va quand même braver. Tu vois, pour certains, l'Algérie, c'est un nid d'islamistes où tu te fais égorger à chaque coin de rue si t'as pas ton voile et ton truc. Donc, si tu veux, c'est vu du sud, vu de là où tu es, quand tu regardes ces choses-là, tu es complètement ahuri par ce qui se dit par des spécialistes en plus. Donc, du coup, si tu veux, des gens qui viennent te parler de toi, en fait. Voilà, et qui affirme des choses très très doctement, pendant que toi tu écoutes ça un peu ébahi, en disant mais d'où ils sortent ça et tu vois. Et donc si tu veux, à partir du moment où tu as un ego qui est un peu démesuré, bah du coup ça va faire tilt. Et voilà. Et Jamel, non, Jamel c'est quelqu'un ce qui le sauve un peu, et puis c'est ce qui fait qu'il fume comme un malade, etc. Parce qu'il a cette forme de mal-être. Il a atteint du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que lui, il a pas suffisamment d'ego pour se dire, pour faire semblant. Donc, du coup, il est assez conscient du fait qu'il joue un peu à l'imposteur. Et c'est pour ça qu'il fume des joints à longueur de journée. Et mais en même temps, c'est voilà, il est assez conscient de lui-même. C'est pas quelqu'un qui a un ego démesuré. Et du coup, il sait que c'est pas un grand. Enfin, en fait, il fait très bien la différence entre ce qu'il est réellement et l'image qu'on lui prête. Mais parce que c'est quelqu'un d'un peu veule, c'est pas quelqu'un de très courageux, bah il laisse faire. Hein, c'est quelqu'un qui passe son temps en soirée, dans les mondanités, voilà, qui est d'ailleurs qui fait partie de ce système qu'il est censé décrire. Hein, il a un rôle dans l'histoire et il laisse faire. Et voilà. Et donc je voulais aussi m'amuser, montrer un peu comment très très facilement finalement il y a une fabrique médiatique, une représentation très orientaliste, hein, très fantasmée de ce que doit être l'intellectuel arabe selon l'occidental. Et puis hop, voilà, si tu n'es pas vigilant, ben pouf, on te met dans des cases là-dessus. Puis après, ça peut aller très loin. Hein. Je vais pas faire de parallèle avec avec l'actualité, mais ça peut aller très très loin ces histoires-là. Et tu peux même devenir Solzhenitsyn. Voilà. Donc, mais c'est très très intéressant, vraiment vu de l'extérieur, c'est assez fascinant de voir comment les écrits de Fanon, comment sont tellement d'actualité, quoi. Alors avec le conflit israélo-palestinien, on n'en parle même plus. Ouais. Donc voilà, donc cette espèce d'invisibilisation, comment dire, cette représentation qui est totale, qui fait de toi vraiment un objet, c'est-à-dire que t'as plus de singularité, tu rentres forcément dans des cases. Tu sais, le truc du genre classique que tu as probablement vécu. Euh, Attends, moi, si tu veux, je suis pas en train de me révolter, c'est juste, je décris, ça m'amuse, hein, c'est marrant parce que quand tu commences à parler, la personne peut pas t'empêcher de te dire, mais vous êtes kabyle, tu vois ce que je veux dire, Mhm. t'as envie de lui dire, mais, ouais, enfin, Tu fais exactement ce que Amine demande à Jamel B de faire en tant qu'écrivain, de raconter. ouais, Raconte. Et c'est important parce que ce mot, tu le mets en italique à ce moment-là. Raconte, juste raconte. Et oui, pour aller encore plus loin, et ensuite, je rappelle quand même donc l'histoire, en gros, pour aller très vite, et oui, il faut le pitch, ouais, ouais. je synthétise grossièrement, mais quand je, quand je me permets de raconter le synopsis d'un film, généralement, je finis par dire, mais on va déconstruire ce synopsis-là. Pour le coup, ce Jamel B, qui est donc, et tu l'as très bien dit, qui est un écrivain à succès, bah même, il y a même des moments où il ne se rend pas compte de la réputation extraordinaire qu'il a, rencontre lors d'une soirée organisée par un ami à lui qui s'appelle Jalil, un homme qu'il ne connaît pas, mystérieux, qui s'appelle Amine. Et cet Amine, va lui demander d'écrire un roman, un livre sur, pour aller très vite, le système, le pouvoir, et qui va lui Complètement. mettre à disposition tous les personnages qui vont dessiner sa structure. Et donc,
Et c'est comme ça qu'on rencontre de sacrés personnages avec des moments assez beaux et des moments même très cinématographiques. Et pour revenir un peu à ça, à la structure, il y a toi, tu as ton personnage, il est là, il s'appelle Jamel B, et puis il y a ta structure. Et comment vas-tu, là c'est encore de la cuisine interne, hein, mais comment vas-tu faire pour, le mettre, comment dire? Pour le mettre dans cette structure, sans pour autant avoir un jugement sur lui? Parce que je crois que c'était peut-être ça le piège, qu'à un moment l'auteur lui-même va avoir un jugement sur son personnage et bon, là je spoil comme on dit, il y a pas de jugement sur le personnage, même c'est très beau. Mais comment on fait pour ne pas, avoir ce jugement à un moment? Parce qu'on peut se laisser aller, se perdre et comment tu fais à ce moment-là? Alors, je vais peut-être faire un parallèle peut-être avec le cinéma et le jeu d'acteur. N'hésite pas. L'idée, c'est qu'en littérature, si tu veux, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que tu te mets dans la peau du personnage. Ouais. C'est-à-dire que le texte, si tu veux, est écrit à la première personne. Donc, il s'agit de Jamel B. C'est Jamel B qui raconte. Et donc, en fait, le principe, c'est que tu vas un moment regarder le monde avec les yeux de Jamel B. Ça veut dire quoi avec les yeux de Jamel B? C'est avec la psychologie de Jamel B, avec les failles de Jamel B, avec l'origine sociale de Jamel B. Donc, si tu veux, tu façonnes un personnage, tu façonnes une psychologie, parce que tu as une histoire à raconter. Et pendant que tu écris, eh ben, tu es dans la peau du personnage. C'est vraiment comment te dire, c'est vraiment ça. Et quand Amine répond, c'est Amine qui répond. Donc c'est toujours de là où parle le personnage, avec sa psychologie, avec ses failles, avec ses difficultés, avec son regard. Et tout le travail littéraire, c'est celui-là. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la littérature ou du cinéma qui va créer cette forme d'identification émotionnelle qui va être soit du rejet, soit de la compassion, soit de la haine, soit les deux, soit etc., soit ce sentiment indéfinissable. Mais c'est ça en fait. Et tout le travail, ça va être ça. Donc tu peux pas être dans le jugement. Après, si tu veux, le challenge pour un écrivain, c'est de pas tomber plutôt dans ce qu'on va appeler la caricature. Tu vois, la caricature, c'est, si tu veux, c'est la complexité, c'est le profil du personnage un peu trop simplifié, un peu trop simpliste. Donc, comment Mmh. tu crées de l'épaisseur? Moi, c'est ce qu'on appelle de l'épaisseur, c'est-à-dire comment tu vas créer un personnage, comme peut-être au cinéma, quelque chose qui soit pas manichéen, qui soit pas si simple tu vois, qui a une complexité. Moi, je pars du principe que tout individu a une forme de complexité. Sa complexité, c'est quoi? Bah, c'est ses incohérences. C'est le fait que, comment te dire, il n'est pas blanc-blanc. On n'est jamais totalement blanc-blanc, on n'est jamais totalement noir-noir. Que nos actes, si tu veux, on arrive toujours à se les justifier. Tu vois, on a toujours de bonnes raisons pour faire ce qu'on fait. Tu vois, on a une capacité à se mentir à soi-même qui est juste incroyable. Euh, donc, on n'est pas des êtres extra-lucides sur nous. On a besoin de se protéger. On a besoin tu vois, c'est ce que disait. Et après, on a des formes plus ou moins fortes de lucidité, voire de cynisme, qui peuvent aussi nous emmener de mal-être, qui peuvent nous emmener aussi sur des territoires un peu plus complexes, qui peuvent être les addictions, ce qui est le cas d'ailleurs de tous mes personnages. Enfin, tu sens que, voilà, tu sens qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de joints qui circulent, il y a de la coke qui circule, etc. Ce qui est aussi la caractéristique d'un certain milieu, mais c'est aussi ça fait partie, si tu veux, de l'épaisseur du personnage. Jamel ne peut avancer dans l'aventure que parce qu'il est en panne d'inspiration, que parce qu'il a besoin de ce carburant de reconnaissance qui est l'écriture, et qui est aussi la publication de romans, qui a besoin d'entretenir ça. Mais il n'est pas heureux, quoi. Il est complètement, on sent qu'il est un peu désaxé, ce gars. Mais c'est le fait qu'il soit désaxé qui va faire qu'il va plonger dans l'aventure et qui va aller suivre cette espèce de Amine qui va l'emmener sur des territoires qu'il va découvrir, mais qui sont aussi les siens. C'est-à-dire qu'au final, on se rend compte que le milieu qu'il décrit, c'est aussi le sien, en fait. C'est très, Puisqu'il très est dans bizarre. ses soirées, Ouais. il fréquente ces gens, il rencontre ce mec chez Jalil, qui est son pote quasiment d'enfance, enfin voilà. Donc, euh, donc lui-même est un élément du système, c'est ça qui est drôle.
Et c'est très bizarre parce que quand j'ai lu le livre, j'ai pensé aussi à plusieurs films qui sont complètement différents les uns des autres, mais j'ai pensé à Angel Heart de Alan Parker, à Meurtre dans un jardin anglais de Greenaway, et puis aussi Amadeus de Forman. Pourquoi? Parce que dans ces 3 films, il y a toujours quelqu'un qui va demander à une autre personne, soit, je vous commande, 12 tableaux, ça c'est pour Meurtre dans un jardin anglais, j'aimerais bien que vous fassiez donc un paysagiste, peintre, du XVIIe siècle, je me trompe pas, on lui commande donc de faire quelque chose, il le fait. Dans Amadeus, il y a un moment, un compositeur mystérieux demande à Amadeus un opéra. Dans Angel Heart, c'est plutôt quelqu'un qui s'appelle, voilà, joué par De Niro, qui va voir Mickey Rourke, qui est un détective, qui lui demande de retrouver quelqu'un, voilà. Et puis on s'aperçoit au fil du temps, du récit, que le commanditaire, c'est un peu le metteur en scène ou la metteuse en scène, pour le coup. Et il y a un peu de ça avec Amine. Et je trouve ça très beau, l'idée il y a un auteur, c'est toi, qui donc met en scène un récit, un livre, dans lequel eh ben, il y a quelqu'un qui va mettre aussi en scène. Donc, on est dans une espèce de méta, littérature méta. Je ne sais pas ce que tu en penses de cela, mais j'ai beaucoup pensé, en tout cas me confiant, j'avais beaucoup ça en tête. Oui, parce que comment dire? Tu sais, entre le cinéma et la littérature, le parallèle, c'est la narration. Enfin, un des nombreux parallèles. Donc, si tu veux, tu racontes une histoire. Et donc c'est un moyen de narration qui est intéressant, que tu vas explorer, tu vois. Si je prends l'effacement, par exemple, la narration, ça va être le symptôme, mais que tu vas retrouver dans la moustache d'Emmanuel Carrère, qui est ce gars qui s'entend dans Oui, le miroir et qui retrouve exactement. la moustache d'Hitler. Il y a des histoires sur le nez, Pinocchio, enfin, donc toutes ces dysmorphies, si tu veux, qui peuvent être aussi des prétextes narratifs. Ensuite, le dialogue avec le psy, que tu vas retrouver chez Philippe Roth. Donc, si tu veux, c'est des techniques narratives qui peuvent t'aider. Alors, tu y penses pas comme étant une technique au départ, mais c'est qu'il y a un moment où tu questionnes, tu as envie de te poser une question. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de travailler sur ce fantasme, sur qu'est-ce que c'est que le système, tu vois. Euh, et donc, du coup, ça m'intéressait aussi de confronter ça avec des concepts de gouvernance qui sont bien connus, comme les kakistocraties, tout ça, voilà. Donc, voilà. Et puis, c'était surtout, moi, j'ai commencé à écrire ce texte en 2018. Donc, c'était un peu l'air du temps, c'est-à-dire que c'était Ouais. la fin du 4e mandat. Il y avait tous ces oligarques. On sentait qu'il y avait une forme de pourrissement comme ça. Il n'y avait pas encore le Hirak, mais voilà. Et donc voilà. Donc je voulais travailler sur voilà sur ce qu'on appelait ce système, son mode de fonctionnement. Enfin, tout le monde s'interrogeait un peu autour de ça. Et avec ces personnages emblématiques, ces head ces trucs qui sortaient d'un peu de nulle part, tu vois, ces oligarques et autres. Donc voilà. Et puis ces personnages que tu croises toujours dans ces milieux-là, qui sont des espèces de lobbyeurs, de personnes qui gravitent autour du système, dont tu sais pas trop ce qu'ils font, mais dont on te dit qu'ils ont de l'entre-gens, tu vois. Et donc, je trouvais aussi de intéressant de travailler sur ça. Donc, si tu veux, moi, ce qui m'a d'abord intéressé dans cette narration, la première étape, c'était ce personnage que tu trouves toujours dans tous les systèmes de gouvernance. Tu sais, il y a eu l'affaire de Devier-Joncourt, tu as toujours ces Taquiedine, ces personnages comme ça qui sont un peu des hommes de l'ombre sans être de l'ombre et qui manient des ficelles et tout. Donc, j'en ai croisé quelques-uns. Et donc, l'idée, c'était, voilà, le personnage d'Amine, c'était vraiment l'élément central. Je voulais travailler autour d'un personnage comme ça. Voilà. Et j'ai trouvé intéressant de lui apposer un peu j'allais dire l'archétype inverse, qui est l'écrivain, qui va être toujours un peu naïf. Tu vois ce que je veux dire? Qui va être comme ça dans sa littérature, dans ces choses-là. Et donc voilà. Et donc le lien pour moi a été évident de me dire tiens, ça va être intéressant voilà que cet écrivain se fasse embarquer par ce personnage mystérieux, tu vois, Mhm. et donc effectivement, il va avoir un deal entre eux, euh, mais deal qui ne peut être accepté que parce que Jamel a ce profil d'écrivain un peu dandy, un peu perdu, traînant dans les soirées, voilà. Si tu veux, si c'était quelqu'un d'ancré dans la vie, dans le truc, je pense pas tu vois, qu'il s'amuserait à aller là-dessus, mais c'est quelqu'un qui est un peu, voilà, qui a une vision un peu estompée des choses.
et donc il va s'embarquer. Mais effectivement, la technique narrative, ça va être ce fameux deal d'écriture d'un roman qui va, écoute, on va pas tout spoiler, mais qui va questionner, voilà, qui va avoir un destin un peu particulier et qui va générer surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses autour, puisque c'est un travail aussi autour de la rumeur euh, et de la place de la rumeur par rapport au pouvoir. C'est-à-dire que dès qu'on s'interroge sur le pouvoir, qu'il soit démocratique ou pas, hein, c'est des mécaniques assez connues. Mais à chaque fois, voilà, on s'interroge toujours sur la place de la rumeur par rapport au pouvoir. On dit que il se passe ci, il va se passer ça. Voilà, donc c'est vraiment ces thématiques-là que je voulais explorer. Et puis si on après avoir lu le livre, si on s'amuse un petit peu à revenir sur certains moments du récit, par exemple, page 63, excédé, Amine va dire à Jamel, qu'il a une manière simpliste de voir les choses et il lui dit, donc Amine lui dit: «Non, non, mais mon rôle», là ce que tu écris: «Mon rôle n'est pas de monnayer mes relations avec les décideurs», donc ça c'est page 63, «je gère les projets de mon client tant sur le fond que sur la forme et le conseil sur la manière la plus efficace de les concrétiser. Je présente ces doléances aux institutions concernées et les instruis au mieux pour faciliter l'obtention des autorisations, mettant ainsi à profit ma fine connaissance du fonctionnement des administrations et de la psychologie des fonctionnaires. Je suis le technocrate de la bande en quelque sorte. Mon client peut en parallèle faire appel à d'autres interlocuteurs, dont des samsars, pour faciliter ses mises en relation. Une fois sa requête introduite par mes soins dans des circuits officiels, il actionnera les bonnes personnes pour obtenir les accords nécessaires. En fait, il faut toujours conserver un semblant de formalisme, même si, in fine, la décision ne se prend que si un protecteur intervient, indépendamment de l'intérêt et de la qualité du dossier. Quand on a fini de lire le livre, et je ne vais pas dévoiler, et bah là, c'est marrant parce que tu nous donnes un petit peu un indice de ce que va faire vraiment Amine. Et ça, c'est donc on est dans une enquête. C'est une enquête policière. En fait, on est dans une arnaque. Oui. En fait, on est dans une arnaque, pour être plus précis, mais l'arnaque n'est pas terminée parce que, voilà, on est dans une arnaque d'une arnaque, etc. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse aussi quand j'écris un livre, c'est vraiment d'aller à la découverte de thématiques que je ne maîtrise pas forcément. Tu vois, on revient à ce que je disais, à ce qu'on disait. Tu sais, c'est cette étude japonaise. Je sais pas si tu connais cette étude japonaise qui a fait passer des tests sur une même thématique à des personnes qui y connaissaient quasiment rien jusqu'aux plus grands spécialistes. C'était le même test. Les gens ont répondu. Et ensuite, ils ont interrogé les gens sur la perception de leur réussite au test. Et ils se sont rendus compte que ceux qui pensaient avoir le plus réussi, c'était ceux qui avaient le moins bien répondu. Tu vois? Conclusion, moins tu connais un sujet, plus tu as l'impression de le maîtriser. Tu vois? C'est le principe de superficialité. Ce qui est intéressant quand j'écris un livre, en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse, c'est que effectivement j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour essayer de comprendre les mécanismes de corruption, comment ça se passait, les affaires. Je suis devenu incollable sur tout ce qui est blanchiment d'argent. Enfin, je connais par cœur maintenant, je sais exactement. Et surtout, tout est écrit sur le net, c'est-à-dire vraiment, tu as une mine de choses là-dessus. Je me suis tapé des tests sur la gouvernance algérienne, sur la gouvernance d'autres pays. Des choses sur, je cite Diego Gambetta, qui est un des spécialistes des Oui. gouvernances par le pire, comme donc, ce qu'on appelle les kakistocraties. Voilà. Donc si tu veux, l'idée, c'est à travers un échange aussi simple, vraiment de décortiquer comment fonctionne cet écosystème. Tu vois? Et donc, Amine, si tu veux, il a cette particularité. En fait, il explique que Amine, c'est ce que je te disais, l'être humain, il justifie toujours ce qu'il fait. Tu vois? Donc, lui, il te dit, par exemple, à un moment, Jamel lui dit, mais on parle d'un gars qui s'appelle Abdelkader, qui est l'archétype de l'homme d'affaires lambda des années 90-2000. Et il lui dit, et qui fabrique des tours, et il lui montre les photos, il lui dit, tu vois, celle-là, elle va bientôt s'écrouler, celle-là, elle va pas. Donc l'autre est estomaqué, il lui dit, mais comment tu peux travailler avec un mec comme ça? Il lui dit, mais moi, c'est mon client, enfin, il se démerde, c'est pas mon problème, moi, c'est pas moi qui les construit, les tours, hein.
Moi, mon job, c'est de lui amener les autorisations, les trucs, et après, il prend ses responsabilités. Tu sais, c'est Mhm. la fameuse expérience de 1000 grammes qui a été reprise dans Z de Costa Gavras. Mhm. Tu sais, où on pousse le truc et le gars, en fait, ils en arrivent à tuer, tu vois, parce qu'on leur demande de le faire. Et c'est ça, en fait. Donc, chacun se justifie les choses. Donc là, il explique gentiment au mec que, ouais, en fait, lui, il s'en fout, c'est pas son problème. Lui, son rôle, c'est de faire ça. Donc, après que le mec, il aille bidouiller ou, comment dire, et contourner le système, etc., c'est pas son problème. Lui, son job, c'est d'instruire les dossiers. Point. Parce qu'il est énarque et parce que c'est ce qu'il connaît, parce qu'il a fait une carrière de haut fonctionnaire et donc il connaît tous ces mécanismes-là. Donc, si tu veux, chacun se justifie, voilà, chacun justifie sa place, chacun trouve du sens dans ce qu'il fait, tu vois. Et en Mhm. fait, le seul indice que ça va pas très bien, bah, ça va être les substances illicites, ça va être l'alcool, ça va être voilà le rapport à la bouffe pour l'écrivain, tu vois, tous ces dérèglements physiques qui montrent que voilà, tout ça est pas totalement assumé. Oui, mais alors le rapport à la bouffe, c'est incroyable parce que effectivement, oui, non, mais oui, je l'ai noté. Voilà, c'est ça. Donc, il faut savoir donc Amine va te faire rencontrer pas mal de personnages. On a parlé. Le premier, c'est Une Abdelkader. brochette, ouais, Voilà, une belle ouais. brochette. Et puis, il y a ce magnifique personnage aussi qu'on appelle Hadj, qui est un peu le mentor, qui est le mentor d'ailleurs de Amine. Et ça se passe en Kabylie. Si on connaît un peu tes écrits, on sait que la Kabylie, c'est important dans ta littérature. Et c'est important aussi dans ta vie. Et il y a un moment, donc, Jamel va entendre, écouter El Hadj lui raconter son histoire et pendant que Jamel est en train de manger, mais de manger frénétiquement. C'est comme on dit quand dans un film, le metteur en scène prend la peine d'insister sur tel plan, c'est que ça dit quelque chose. Donc là, il y a même un moment où tu écris que je me... Voilà. Oui, j'avais toujours eu. Alors, il faut savoir qu'El Hadj raconte son histoire qui est passionnante, hein, qui est vraiment pas. Parce que là, on est en face de. Enfin, je veux dire, parce C'est un qu'on est Don comme. Quichotte. C'est un Don Voilà, c'est un Quichotte. peu ouais. Il est dans le système, mais c'est quelqu'un d'extrêmement lucide et d'incorruptible, quoi. Et bah, pendant ce temps-là, lui, l'écrivain dit, j'avais toujours eu pardon, un rapport complexe, déréglé même à la nourriture. Depuis l'enfant, j'étais en proie à des crises de boulimie récurrentes que j'ai réfrénées peu à peu en apprenant à manger des yeux entre parenthèses, avant de me servir. Je m'astreignais systématiquement à décrire mentalement chaque plat avec minutie, comme pour l'ingurgiter par les mots, m'en gaver jusqu'à l'apaisement. Ce rituel devenu réflexe au fil des années me permettait de ne pas céder à mes pulsions. Mais ce jour-là, j'avais décidé d'ouvrir les vannes. Je me laisserais aller à cette nourriture qui réveillait en moi des sensations primordiales. J'allais me goinfrer jusqu'à la nausée. Alors, moi, ce moment-là, pourquoi je le lis? Parce que il faut savoir ce qu'on voit ou ce qu'on imagine. Donc, cette maison kabyle, ce monsieur qui doit être septuagénaire, octogénaire, qui est en train de raconter son histoire sans même peut-être regarder son interlocuteur, c'est ce que tu dis dans Mm. ce moment-là. Et il y a une deuxième grille de lecture qui est la face cachée de l'iceberg, où il y a une pause à l'intérieur même du récit, où il va raconter l'écrivain le rapport à la nourriture. Et c'est un peu, je vais très loin, mais on est dans la fiction et le documentaire en quelque sorte. Et tu fais exactement la même chose dans tout le livre. C'est qu'il y a la première grille de lecture, donc ce qu'il voit, et puis de temps en temps, tu te permets d'interrompre le récit de celui ou celle qui lui parle pour dire autre chose. Et l'autre chose, c'est le documentaire. Et je termine, et après je te laisserai parler. Il y a un moment, beaucoup plus loin, je l'ai noté quelque part, c'est important, oui, page 104, où il va rejoindre Amine pour aller à une soirée organisée par Samira. Euh, et Madame Samira, s'il te plaît. Madame Samira, pardon, excuse-moi, Madame Samira. Et voilà ce que tu écris. Je n'ai pas vu la semaine passée, et c'est avec une certaine impatience que le jour J, en fin d'après-midi, j'ai attendu Amine en bas de chez moi, tenant un bouquet de lys blanc que je destinais à notre hôtesse. L'audi n'a pas tardé à s'avancer, comme surgi de nulle part, et je me suis glissé à l'arrière, prenant soin de poser délicatement mon cadeau sur la banquette pour ne pas abîmer l'imposante corbeille de roses qui y trônait déjà. Nous avons pris la route du front de mer. Amine trouvait cet itinéraire bien plus agréable que celui de l'autoroute.
Voilà ce qu'il dit: «Je n'ai plus trop l'occasion de passer par la ville, alors j'en profite aujourd'hui», a-t-il lancé d'un ton enjoué. Et comme nous ne sommes pas pressés, les bouchons nous permettront de profiter du paysage. Donc là, c'est ce que l'on imagine, c'est ce que l'on voit. C'est donc par choc contre pare-choc que notre périple a commencé à Bab el-Oued. Les esplanades donnant sur la mer étaient combles. Des familles, des couples et des bandes d'adolescents profitant de la brise marine se promenaient avec nonchalance. Et là, c'est la face cachée de l'iceberg. C'est ça qui est très beau. Des enfants à vélo conduisant, tout fiers, des véhicules miniatures télécommandés par des jeunes gens qui les louaient, slalomaient entre les passants, créant un joyeux chaos. Quelques poneys placides tenus par la bride baladaient leurs jeunes passagers d'un pas lourd sous le regard attentif des parents. Une foule de mamans et d'enfants formait des grappes compactes autour des quelques manèges installés ici et là. En toile de fond, la mer avait une couleur céladon, laiteuse, se confondant avec les nuages. Et, comme en suspension, des cargos immobiles attendaient leur tour pour accéder au port de marchandises. Contemplées à travers les vitres fumées d'une voiture de luxe, ces scènes semblaient tirées d'un monde dont nous ne faisions pas partie. Je remarquais aussi le regard des autres conducteurs, curieux, souvent admiratifs, tentant de deviner le visage de ceux qui se cachaient derrière le filtre noir. Était-ce ainsi que les gouvernants, les nantis et les puissants observaient le monde qui les entourait? Comment faisaient-ils alors pour prendre la pleine mesure d'une réalité qu'ils n'appréhendaient qu'à travers des glaces sans teint? Parce que quand tu lis ton livre, à un moment, tu te dis, mais et Alger dans tout ça? Et les autres? Eh bien, c'est ce moment-là. C'est la phase cachée de l'iceberg. Et je trouve qu'avec ça, avec Hatch, et dans d'autres occasions dans le livre, il y a souvent, alors peut-être que je me trompe, cette configuration technique. Et je trouve que c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit, finalement. Donc, le côté documentaire, c'est quand je raconte, c'est ça, quand je Ah oui, décris. oui. C'est quand tu C'est ça. décris, oui, 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 oui. Voilà. Et à un moment, tu as D'où voilà, une fiction tu as algérienne, qui est pour moi un exact, titre un peu trompeur, je pense. exact. Oui, oui, tout à fait, absolument. Mais c'est, comment te dire, d'abord, faut pas oublier une chose. Jamel est écrivain, d'accord? Tu vas me dire, il pourrait être cinéaste aussi, mais c'est-à-dire que je pense que globalement, quand tu es artiste, peu importe la discipline, mais tu vas avoir, oui, cette espèce de regard un peu distancé. D'ailleurs, on parlait de Houbla, on le voit bien dans Houbla, comment ce Mm. personnage évolue dans la ville. Tu sens qu'il n'est pas là, quoi. Il est dans la ville, mais il n'est pas là. Et donc, mais c'est ce qui lui permet d'avoir cette distance. Donc, Jamel, faut pas oublier, il est écrivain. Rappelle-toi, je te disais, le principe, c'est que il voit le monde comme un écrivain. Mm. D'accord? Donc peut-être que Amine, l'homme d'affaires, il pensait à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Il devait penser à son plan avec le roman, le truc, le machin. Mais l'écrivain, il est installé, il regarde. OK? Il regarde la vie, il regarde le monde, mais avec cette distance que tu appelles documentaire, que moi je vais appeler une distance. Voilà. Euh, et puis ensuite, oui, donc il y a son ressenti, c'est-à-dire que lui, euh, voilà, et ce qui le frappe aussi, c'est les vitres sans teint, c'est-à-dire qu'il se dit, parce que faut bien imaginer la scène, quoi. Beloued, c'est un quartier très populaire. Enfin, tu as vécu en Algérie, tu l'as déjà vécu, tu habitais en plus pas très loin, donc Oui, exactement, oui, donc exactement. tu sais bien que quand une voiture un peu noire avec des vitres fumées passe dans ces quartiers-là, tu vois, c'est exactement cette sensation-là. Tu as les gens qui s'écartent un peu, et tu te poses toujours la question de te dire, mais comment voilà, qu'est-ce qu'ils voient ces gens-là, tu vois, Mm. dans cette espèce de coque noire complètement hermétique, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment la symbolique du pouvoir, la symbolique de ce qu'on appelle la distance par rapport enfin l'écart entre peuple et pouvoir. Voilà, c'est ces symboles-là, si tu veux, c'est ces voitures, ces pimpons, ces trucs où les gens s'écartent pour que la voiture passe, tu vois, cette espèce de déférence. Mais du coup, comme lui est à l'intérieur de cette capsule, voilà, il se pose la question automatiquement de se dire, mais finalement, euh, c'est comme ça qu'on voit le monde, Ouais. d'accord? Ça ne veut pas dire que lui le voit de la même manière, mais enfin de la même manière que quelqu'un qui est en train de jouer sur l'esplanade, d'accord? Mais bon, il n'en est pas là dans sa réflexion. Mais voilà, mais c'est l'autre chose aussi. Bon, faut aussi, comment te dire? euh, Quand tu écris la littérature, c'est pas du documentaire. C'est de l'émotion, c'est du ressenti, tu vois. Euh, Si je prends par exemple, tu me parlais de l'Hajj, la difficulté technique dans ce roman, c'est que les gens se racontent, forcément, puisqu'il va à leur découverte, et Amine lui dit, voilà, tu vas découvrir ça, c'est une espèce d'archétype, selon Amine, de ce qui représente le système. Donc les gens se présentent et se racontent à lui. Mais si tu veux, techniquement, c'est un peu chiant,
Parce qu'après, ça fait un peu entretien de recrutement, tu vois. Donc, la littérature, c'est pas ça. C'est pas. Donc, comment un gars comme Hadj, comment rendre intéressant ce moment passé suspendu dans le temps en Kabylie où Hadj Akli se raconte, tu vois, sans que ce soit une litanie comme ça de parcours professionnel. Ouais. Tu vois, et du coup, ça te permet de mettre, c'est comme un millefeuille, tu mets plusieurs couches, en fait. Donc, il y a Hadj Akli qui se raconte, il y a ses mimiques, il y a ce qu'il ressent, il y a son physique, tu vois. C'est vraiment un exercice de visualisation, Samir, hein, vraiment comme au cinéma, hein. C'est exactement la Mm. même chose. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, je le vois bouger, agir, je vois sa tenue, je vois la cour, je vois tout, tu vois. Et puis, il y a les émotions, il y a les ressentis, il y a l'auteur qui raconte, tu vois, et qui se goinfre et qui se remplit parce que voilà, là, il se lâche, ça y est, il sent qu'il est en safe zone. Tu vois, Amine, pareil, lâche, si tu veux, et Jamel lâche. Amine, il découvre un autre Amine qui est affectueux, qui est gentil, qui est, tu vois, qui est pas distant. Donc pareil, les verrous ont sauté chez Amine et Jamel, ben, en fait, on fait de même. Mais lui, quand ses verrous sautent, eh ben, voilà, il bouffe, il se remplit. Et donc voilà, donc si tu veux, euh, l'idée aussi, c'est que tu as quelques centaines de pages et tu suis la trajectoire d'un personnage. Le personnage, tu le construis, sa psychologie, tu la construis pas en 5 lignes, tu vois. Tu le vois évoluer. Et donc toi-même, en tant que lecteur, tu commences à te construire une émotion vis-à-vis du personnage. Parfois, tu as de la compassion, peut-être du rejet, peut-être du mépris, peut-être, tu vois. Euh, donc, si tu veux, c'est plusieurs niveaux d'émotions qui, je sais pas si je suis clair, mais Mais si, qui se tu es très très clair. construisent. Mais Voilà. alors, tu es très clair, suffisamment clair pour, parce que je pensais à une chose, c'est quand tu écris ce livre, est-ce que, pour la structure du livre, donc pour le développement de tous ces personnages, est-ce que tu as une technique, à toi? C'est-à-dire, je sais pas moi, par exemple, un tableau avec des post-it pour essayer de voir comment tel personnage évolue? Oui, comment tu écris, en fait? La question est très simple. Comment tu écris? Je visualise beaucoup dans ma tête. C'est vraiment une visualisation. Il n'y a pas d'autre terme. C'est comme un, comment te dire? Euh, alors, je ne note pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui prend des notes, qui prend des notes, qui prend des notes. Je me documente beaucoup. C'est-à-dire que la première étape, c'est de lire, de lire, de lire, de lire sur le sujet. Tu vois, si je te prends l'exemple euh, donc j'ai une idée déjà, évidemment, j'ai une intuition comme ça qui va faire que je vais me dire, tiens, j'ai envie de travailler sur ce type de personnage. Ce que je te disais là-dessus, parce que ça m'intéresse, parce que j'ai croisé un personnage comme ça, puis une deuxième fois, puis un autre personnage, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ce que tu appelles toi le côté documentaire, tu vois, j'ai repéré ça Mmh. et j'ai envie d'en parler. Et ensuite, ça questionne sur du coup, ça questionne sur qui est cette personne, quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle fait. Et du coup, d'accord, donc c'est un élément du système, mais c'est quoi le système, tu vois? Et du coup, tu lis, tu te documentes, tu t'enrichis. Je sais pas, actuellement, par exemple, je m'intéresse au Square Port Saïd, tu vois? Mmh. Là, actuellement, je suis en train de lire tout ce qu'il y a sur le Square Port Saïd de l'Antiquité à nos jours, tu vois, jusqu'au plan d'urbanisation 2030. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai besoin de m'imprégner comme ça de ce sujet-là, tu vois. Et puis petit à petit, pendant que je fais ce travail, l'histoire se construit, les personnages se dessinent, tu vois. Mais c'est très progressif en fait. Et puis à un moment, je commence à coucher, voilà, je commence à poser les choses, donc à écrire. Alors moi, comment dirais-je, j'ai besoin d'un début. Voilà, je commence toujours par le début. C'est-à-dire, je ne suis pas du genre à me dire il y a X qui va rencontrer Y, qui va faire avec Z. Tu vois, moi, c'est un peu le fil d'une pelote que je tire. Tu vois, donc je prends un bout, je sens que ça tient et je commence à tirer un peu et puis je vois ce que ça donne. Puis si ça bloque, j'arrête. Je vois si c'est le bout qui va pas. J'essaie de trouver un autre bout et ainsi de suite. Tu vois. Euh, mais voilà, c'est comme ça que je travaille. Je suis pas très post-it, structuration, flèche, machin. Non. Mais attends, parce que je me permets cette question vu que tu l'as évoqué. Tous ces personnages, Madame Samira, Abdelkader, donc Djali, tout ça, oui, tu les visualises, mais allons encore plus loin. Est-ce que parfois il y a des visages comme ça, connus,
qui peut-être Ah, joue. mais moi, je trouve qu'un Tu vois? écrivain, c'est Frankenstein. Tu vois, là aussi, je fais une Ah, ouais. référence, mais c'est ça, c'est-à-dire on construit des Frankenstein, c'est-à-dire on prend des bouts et des morceaux de personnes, tu vois, et pouf, pouf, on crée une créature, mais qui est justement. Ah, d'ailleurs, il y a toute une réflexion sur ça, pas sur le roman, mais c'est ça en fait. Hein, c'est vraiment un travail tu crées tu montes des créatures, tu vampirises le vivant et tu le transformes un peu comme tu as envie de le faire. Donc, tu as cette liberté extraordinaire. C'est un acte de liberté tellement fort. Enfin, c'est ça, tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Tu vois, tu mets tu sais, c'est comme ces jeux là où tu changes pour les enfants, tu changes la couleur des cheveux, tu mets des trucs, Mm. tu lui mets un nez pointu, c'est ça. En fait, tu t'amuses, voilà, à créer un personnage, mais qui évidemment va servir une narration et qui est inspiré de tout ce que tu peux lire, de tout ce que tu peux croiser. Et des fois, les ressemblances sont troublantes. Il y a plein de cas dans mes écrits où je vais parler de quelqu'un et puis un jour, je vais aller à un endroit, mais je vais me dire, mince, c'est exactement le personnage que j'ai décrit. Tu vois, mais même physiquement, c'est-à-dire qu'il y a des choses incroyables. Euh, des gens que tu vas, je sais pas, à un moment, tu sais, il y a un certain danseur oriental qui s'appelle Fadi dans le roman. Bah, lui, j'avais écrit, j'avais fait, etc. et tout. Et un jour, je vais sur Facebook et je vois masterclass de danse antériale d'un certain Shadi qui avait la même tenue, le même truc, le même machin. Tu vois, et je me suis dit, mais c'est incroyable. Il y a deux mots près, tu vois. Et mais en fait, tu finis par te dire, mais c'est des archétypes en fait. Tu vois ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'on est à la fois unique, mais tellement peu originaux. Donc il y a des archétypes comme ça, qui fait que voilà. Et puis il y a des gens avec Amine qui viennent te voir d'un air mystérieux en disant, je sais de qui tu as parlé. Je sais qui c'est, Madame Samira. J'ai bien compris. Elle est universitaire, hein, je sais qui c'est. Tu vois? Ouais. Encore deux questions. Je rappelle donc Samir Toumi, auteur de son troisième livre, Amine, une fiction algérienne. Il y a trois parties. Il y a une très grosse première partie, une très très grosse. Et puis ensuite, les deux dernières sont assez courtes et nous montrent, en tout cas, le processus. Enfin, il est dans l'action de l'écriture. Et là, je me suis posé la question, est-ce que tu as eu du mal à finir ce livre? Oui, j'ai eu énormément de mal à finir ce livre pour plusieurs raisons. J'ai mis 8 ans pour écrire ce livre, Ouais. quand même. Pas 8 ans, 7 ans, on va dire. 8 et... Allez, si je vais être honnête, ouais, 6 ans. Allez, ça va être plus juste. Euh, alors, pourquoi? Deux raisons. La première, c'est l'actualité. À un moment, je me suis retrouvé à me battre avec l'actualité. C'est-à-dire que je trouvais que ce qu'on lisait dans l'actualité était encore plus énorme que ce que je tentais d'écrire. Donc, je me suis retrouvé en rivalité avec la réalité, d'où la thématique fiction-réalité. Parce que vraiment, je me battais, je me battais vraiment en me disant, mais ça va plus vite que mon écriture. Ensuite, il y a eu le Perak, tu Ouais. vois. Euh, On donc sent d'ailleurs l'action les se situe soubresauts à la fin du livre, hein. absolument, tout à fait, les débuts. Voilà, en fait, on est vraiment à la fin du quatrième mandat dans Ouais. mon écriture. Et ensuite, il y a eu le Hirak, il y a eu les événements qu'on connaît, etc. Et puis, comment dirais-je, j'ai eu à beaucoup réfléchir pour trouver une narration qui soit au service de ce que je recherchais. Ça a été très compliqué parce que ça peut pas s'arrêter uniquement à une déambulation comme ça, descriptive d'un personnage à l'autre. C'est largement insuffisant. Ça peut être intéressant, mais il faut pas que ça dure éternellement, tu vois, parce que ça peut lasser Ouais. le lecteur. Et puis il y a un moment où, voilà, il faut, comment dirais-je, voilà, il faut pousser la narration. Et donc trouver la mécanique qui va me permettre moi de me dire waouh, c'est bon, c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement là où je veux questionner le lecteur. Bah, ça a pris du temps. Donc, je me suis retrouvé au milieu du gué à un moment. Ce que j'appelle au milieu du gué, c'est que tu peux très bien, d'ailleurs, bon, on va pas spoiler, mais tu peux très bien arrêter un projet, hein, tout simplement, pour te dire, bon, ben, je fais fausse route, je passe à autre chose, ou alors j'y reviendrai plus tard. Mais moi, je me suis retrouvé vraiment coincé parce que j'avais ce désir de poursuivre.
Et donc, je pouvais même pas aller sur autre chose parce qu'il fallait absolument que j'aille au bout de ce texte. Donc, ça a pris du temps. Donc oui, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui t'a fait penser que j'ai mis Bah, du temps pour l'écrire? alors, du temps, non, je ne savais pas que tu avais mis du temps. Après, enfin, factuellement, quand on Euh, voit les deux dates, des on se difficultés, dit, pardon, des c'est plutôt. difficultés. Je me suis posé cette question parce que je trouvais que dans la première partie, il y avait quelque chose de très incarné et que dans les deux dernières, elles étaient plutôt. Il y avait comme ça une espèce. C'est très évasif à l'image même du brouhaha dont il est le centre, l'écrivain. Et je trouvais même qu'il y avait un côté un peu lynchien dans l'idée de la boîte de Pandore qui s'ouvre, où tout va très vite et tout part dans tous les sens. Et puis il apprend des choses, il ne se rend pas compte. Et puis il y a un personnage qui n'est plus là alors qu'il est très important. Enfin, et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que ces deux parties soient moins, pas moins incarnées, mais en tout cas D'accord. peut-être un peu plus faussement anecdotique. Est-ce que peut-être aussi il y a le réel qui fait que soit on a du mal à terminer le livre parce qu'on n'a pas Mhm. envie de le terminer, parce qu'on n'a pas envie Non. de le terminer, c'est aussi possible. Et je me suis posé cette question. Ça n'enlève en rien ce que je pense du livre, que je trouve Oui, vraiment oui, non, intéressant, non, mais, non, pas mais, du mais je me tout. suis posé Alors, cette question. oui, c'est une très bonne remarque. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est la partie là qui m'a pris le plus de temps. Finalement, faut que tu saches. La première partie a été très vite, en fait. Non, 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 c'est la deuxième et la troisième partie qui ont été les plus longues pour moi à effectuer. Oui. Euh, Parce que pour moi, si tu veux, euh, si tu veux, d'abord, je, il fallait une accélération. Enfin, dans l'intrigue, il y a une accélération. En fait, les choses basculent à partir du moment où l'écrivain se met dans son processus d'écriture. Hmm. Ça y est, c'est bon, il a vu tout le monde. Là, il est en train d'écrire. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui se concrétise. D'accord? Et à côté de ça, tu as un mec qui est impatient, qui lui dit, allez, vas-y, écris le roman. Vas-y, c'est bon là. Vas-y. Donc, Amin, qui le pousse à écrire. OK? Et puis surtout, il y a quelque chose qui se met en place, c'est la rumeur. Hmm. Donc, il y a un nouveau personnage qui rentre, qui est la rumeur. Et il y a un roman là qui va sortir. Oula, explosif. Ce mot qu'on retrouve tout le temps. D'accord? Et donc, forcément, il y a une frénésie, il y a une forme de frénésie, d'excitation, d'accord? Dont est entouré l'auteur. Et donc, il y a une accélération qui se fait. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment, le lecteur aussi accélère et se pose la question de se dire, bon, il va se passer quoi là? Ok, d'accord, mais cette rumeur-là, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, si tu veux, dans un premier temps, tu es dans une balade, comme ça, tu découvres les gens, on pose le décor, le gars découvre. En fait, on est dans le rythme de Jamel. Et Oui, mais ensuite, ça t'accélère et ça va dans tous les sens. parce qu'il y a ce personnage féminin qui arrive comme ça d'un seul coup, Salwa, mais là tu te dis, mais d'où elle Ouais. vient? Mais Non, c'est on en quoi? parlait. Oui, mais tu vois, non, oui, mais en même temps, elle arrive comme ça pratiquement à la fin, et puis en même temps, elle arrive parce qu'elle a aussi des choses à dire. Enfin, c'est vraiment la boîte de Pandore, ce personnage qui est Hmm. là et qui arrive soudainement dans la structure et, euh, et qui repart un peu à la Kaiser Soze. Complètement. Mais si tu te places du point de vue de la gouvernance, un expert en gouvernance te dirait, OK, c'est le fou du roi. Hmm. Tu sais, Ah oui, on dit toujours que c'est les fous qui détiennent la vérité. ah oui, complètement. Tu vois? Donc elle est libre. Tu vois? Elle est sans verrou. Elle a rien. Voilà. Tu vois? C'est pour ça qu'elle est traitée de folle. OK? C'est Salwa la folle. Mais Salwa la folle, elle a un rôle très, très important. Ah oui, oui, Voilà. oui. C'est que, voilà. Donc du coup, si tu veux, c'est ça. Mais Salwa, on en parle dès le début. Puisque Jalil parle de Salwa Hmm. dès le départ. Et il lui dit, voilà, il traîne toujours avec cette fille, C'est le vrai, fameux j'avais Amin. oublié. Effectivement, j'avais Et oublié. oui, J'avais pas, eh oui, tu te rends compte? Non, si, si, parce que la clé est là, en fait. Ouais, C'est mais la c'est ce que je disais grande en amie plus. d'Amin. Bien Tu sûr, distilles des c'est infos. l'amour d'Amin, Salwa. Enfin, c'est ce qu'on comprend. En tout cas, voilà, ils se connaissent depuis très très longtemps et c'est un peu son chevalier servant.
Je suis entièrement d'accord et on terminera sur une dernière question. Je suis entièrement d'accord quand tu utilises le terme vampiriser le vivant, les vivants. Parce on a cité comme ça quelques auteurs de films et voire des auteurs de littérature, mais il y a toujours le syndrome finalement Oscar Wilde avec le syndrome Dorian Gray et ce fameux. Il y a la réalité et puis il y a la fiction. Et quand c'est la réalité qui arrive, elle est effrayante à l'image du final du portrait de Dorian Gray. Il y a un peu de cela. On retrouve cela aussi dans l'effacement. Et il y a quelque chose l'effacement. Bon, le livre existe depuis maintenant pratiquement 9 ans, quelque chose Octobre comme ça. 2016. Voilà, Ouais. bientôt. Et bien, ça fera 10 ans. Et Karim Moussaoui, cinéaste, en a fait son second long métrage de fiction, qui donc sortira en France le 7 mai, et qui est une libre adaptation de l'effacement, de Tu l'as questions. vu? Non, pas encore. Non, non, je vais faire comme D'accord. tout le monde maintenant. Je vais attendre que le film sorte en salle et puis je vais le regarder. Et ma question est très très simple. Je crois que tu y as un peu participé ou beaucoup, je sais pas. Pas Comment ça se passe? du Comment tout. déjà quand le Alors, cinéma vient toquer à ta porte, alors que le cinéma a toujours été chez toi, c'est toujours intéressant. Comment ça se passe? je vais te raconter. En fait, c'était lors de la première, je pense, algérienne d'En attendant les hirondelles. Mhm. Donc, Karim est venu me voir et m'a dit, voilà, il faut que je te parle d'un truc. J'ai très envie d'adapter l'effacement au cinéma. Est-ce que tu serais d'accord sur le principe? J'ai dit, bien sûr, évidemment. Alors, bien sûr, évidemment, parce que c'était Karim. Tu vois, j'ai toujours aimé, j'avais adoré Les Jours d'avant. J'ai beaucoup aimé En attendant les hirondelles. Voilà, c'est quelqu'un en plus humainement que j'apprécie beaucoup. Donc, je lui ai dit oui. Et, euh, et il me dit, écoute, je sais pas trop ce que je vais en faire de ce texte, mais voilà, ça m'intéresse de travailler dessus. Je lui ai dit, écoute, euh, à partir du moment où tu décides de l'adapter, ça devient ton texte. Donc, t'en fais ce que tu veux. Et il me dit, écoute, c'était comme ça que je voyais les choses. Après, j'ai compris, enfin, voilà. Alors, il m'a dit, n'en parle à personne, même pas à ton éditeur, parce que j'ai besoin d'avoir l'accord de mes producteurs sur le principe. Donc, je dois préparer un peu un dossier. Et puis, si c'est officiel, mon producteur contactera ton éditeur. Donc, quand mon éditeur m'a contacté, j'ai fait l'idiot. Bon, je lui ai dit après que je savais. Et au départ, j'ai fini par lui dire que Karim en avait quand même touché un mot, mais que je ne savais pas si ça allait aboutir. Alors, après, j'ai compris que tu avais soit une adaptation ou une adaptation libre. C'était Mhm. des options en fait. Donc le principe de l'adaptation, c'est que vraiment tu vas adapter le texte tel qu'il est. Et là, peut-être qu'effectivement, il va y avoir beaucoup d'interactions et d'échanges avec l'auteur. Ok. Le principe de l'adaptation libre, comme son nom l'indique, c'est que tu vas t'inspirer du texte pour construire ta propre histoire. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Moi, j'ai toujours été très curieux de me dire, mais où est-ce qu'il va emmener ce texte et qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va conserver? Qu'est-ce qu'il va changer? Qu'est-ce qu'il va, voilà. Qu'est-ce que ça, c'est comme un gosse, quoi. Tu vois, t'as fait un gosse, t'as fait le job. Le gosse grandit, tu l'as élevé, tu l'as machin, et puis après, il vit sa vie, quoi. C'est bon. Mhm. Donc moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est de me dire c'est quoi le destin cinématographique de ce texte. Et du coup, si tu veux, ça m'intéressait pas beaucoup de savoir ce qu'il allait en faire ou ce qu'il était en train d'en faire. Ou ça n'avait aucun intérêt pour moi. Donc vraiment, je n'avais absolument aucune information, rien, rien du tout. Les seules infos que j'ai pu avoir, c'est quand il y a quelques articles qui ont commencé à sortir sur le film, mais j'ai jamais eu d'échange avec Karim. Karim n'est jamais venu me voir pour me poser des questions sur le texte. Donc, je pense, il a pris ce texte et il en a fait ce qu'il a eu envie d'en faire. Par contre, contractuellement, euh, je pense que le réalisateur a l'obligation de te montrer le film avec toi la possibilité à un moment de dire ah ben non j'ai pas envie que mon nom Ah oui. apparaisse ou un truc comme ça, mais tu peux pas faire arrêter le film ou machin, c'est juste que Mhm. tu peux lui demander, je crois hein, d'enlever la ref, voilà. euh, alors moi ça n'a pas du tout été le cas parce que j'ai beaucoup aimé ce film, vraiment. Et donc il me l'a montré et j'ai été extrêmement très agréablement surpris de ce qu'il en a fait. euh, alors c'est pas une adaptation littérale du roman. C'est Mhm. ça qui est intéressant.
Mais tu retrouves des mécaniques, voilà, du roman. Mais il en a fait sa propre histoire. L'acteur principal est juste époustouflant. Il n'y a pas d'autre terme. Il m'a époustouflé, ce jeune auteur qui s'appelle Sami Léchea. Mhm. Et je crois que c'est son premier rôle en long métrage. Il est juste impressionnant parce que c'est un personnage qui est très complexe à jouer. C'est un personnage taiseux, qui parle pas beaucoup, qui est complètement effacé, etc., qui est en proie à de la violence. Et je trouve qu'il a fait un travail. Karim a fait un film très particulier. Vraiment, c'est pas un film. Voilà, c'est un film particulier. Vraiment, ça va très vite. Donc, j'ai hâte que tu le vois et voilà. Et tu vas voir. Donc c'est une aventure. Voilà. Donc moi, si tu veux, j'ai accueilli le film, mais j'ai pas du tout participé au processus. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Bon, eh ben, on verra ça le 7 mai. Je rappelle donc, je montre à nouveau la couverture. Amine, une fiction algérienne éditée chez Barzac. Et on a expliqué dès le début de l'émission qu'il va y avoir une Une coédition. coédition Elisa de Barzac Voilà, pour le exactement, pays d'ici francophone. quelques mois, et on vous en Exact. informera. Et puis les livres, les précédents livres donc de Samir Toumi, L'Effacement, toujours de la collection Barzac, mais aussi Alger le cri, vous pouvez les avoir via, par exemple, différents sites, dont l'Institut du monde arabe. Oui, ou même écrire à l'éditeur s'il le faut. Voilà, exactement. Donc, il y a tout Ou alors, il y a si tout quelqu'un a un pote en Algérie, plus simple, il ne lui ramène. Voilà, c'est pour C'est ça. le il y a pas circuit classique. le circuit classique. Et effectivement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était quand? C'était en février ou c'était en décembre? Peu importe. Je voulais me le. C'était en décembre. J'étais sur Didouche Mourad. Il y avait la formation de critique de cinéma. Et donc, j'ai voulu acheter ton livre. Et j'ai pas réussi à le trouver. Hein. Tu sais qu'il était. Ouais, il part très vite. Et Il part donc voilà, très je dis, ah vite. ben, il fait chier quand même. Ouais, Il il a part très l'air vite. dire et voilà. Donc, en tout Voilà, cas, bon. merci beaucoup à toi, Samir, d'avoir pris Avec le grand temps. plaisir. Merci à toi, Samir, du temps consacré. C'était super. C'était un plaisir. Et on peut dire encore des centaines de choses sur le livre, j'en suis même pratiquement sûr. Et puis, et on se dit donc à très vite. Bah, écoute, Merci à j'espère toi, que ça Samir. intéressera les personnes qui regarderont le pod, même si ceux qui ne l'ont pas lu. Mais Voilà. j'espère. Merci à toi. Merci, à bientôt. Ciao. Allez, Up arrive in the canyon, that's where I long to be with my three